Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'histoire assez riche et parfois mouvementée de la diaspora comorienne à Zanzibar. Oui, une histoire fascinante qu'on aborde grâce à plusieurs articles de recherche. Exactement. Des sources qui nous éclairent sur leur ascension sociale, l'impact de la révolution de 1964, cette identité un peu complexe sous l'époque coloniale, et même le rôle de certains mouvements politiques. Hmm, Notre objectif, c'est de démêler un peu tout ça. L'intégration, les ruptures, les liens qui perdurent. On s'y met? Allons-y. Alors pour commencer, avant 64, quelle était la place de ces Comoriens à Zanzibar? Les sources indiquent qu'ils se distinguaient assez tôt, début du XXe siècle déjà. Oui, par leur niveau d'instruction. C'est assez marqué. Religieux et laïque d'ailleurs. Est-ce qu'il leur a ouvert des portes, j'imagine? Ah oui, clairement. Des postes importants dans l'administration, l'enseignement. C'était une vraie stratégie d'ascension sociale en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont misé sur l'éducation parce que, contrairement à d'autres, ils avaient difficilement accès à la propriété foncière. D'accord, mais attention, les sources disent aussi de se méfier des simplifications. On les assimilait souvent aux Arabes, c'est ça, hein? Oui, vu de l'extérieur, c'était un peu ça. Alors que bon, le vrai pouvoir, c'était les Britanniques. Et surtout, en interne, leur identité était bien plus nuancée. C'est-à-dire? Il y avait des débats entre eux. Absolument. Par exemple, des revendications d'origine non africaine. On a retrouvé un pamphlet d'Ibou Saleh de 1936 qui allait dans ce sens. Ah oui. Et puis des tensions, générationnelles. Entre les Yamini, nés à Zanzibar, et les Chimali, plus âgés, plus attachés aux coutumes des îles. D'accord. Tout ça pendant que l'administration britannique, elle, les voyait souvent juste comme des Africains. Donc ils naviguaient un peu entre toutes ces étiquettes. Et cette volonté de s'affirmer, on la voit aussi dans le fait qu'ils ont créé leur propre école, c'est ça? Oui, en 1930, face aux discriminations qu'ils subissaient dans le système existant. Impressionnant. Ils y enseignaient le swahili, l'anglais, l'arabe, le Coran, et même le français avec une aide de Madagascar. Ça montre vraiment leur investissement dans l'éducation. Et puis arrive janvier 1964, la Révolution, le grand choc, Oui, souvent décrite comme anti-arabe, mais une des sources nuance pas mal cette lecture. effectivement. Il semblerait que ce soit d'abord un coup politique du parti afro-shirazi, après une défaite électorale. Le problème, c'est que les insurgés, Oui, beaucoup venaient du Tanganyika voisin, ils ne connaissaient pas forcément bien les dynamiques locales, et ils visaient un peu aveuglément les peaux claires, en gros, mettant Comoriens et Arabes dans le même sac. et donc les Comoriens ont été durement touchés. Très durement. Les chiffres varient, mais on parle d'une quinzaine de morts dès la première nuit. Ah oui, quand même. Plus les blessés, les emprisonnements, les pillages, les confiscations de biens. Ça allait jusqu'aux cimetières rasés, aux clubs sociaux réquisitionnés. Une vraie violence. Le mot lynchage est même utilisé, même s'il est débattu. L'impact a dû être terrible, immédiat. Oui, immédiat et brutal. Des expulsions, beaucoup de départs volontaires vers le Kenya, l'Europe. Mais il y a eu un retournement, si j'ai bien compris. En quelque sorte. Le nouveau président, Karoum, s'est vite rendu compte que le départ massif des Comoriens, ça paralysait l'administration, les services techniques. Ils étaient compétents. Alors il a essayé de les retenir. Exactement. Il a proposé une naturalisation, le Tajnis, souvent payante d'ailleurs. C'était pragmatique pour essayer de garder les compétences sur place. Pendant ce temps, la France propose d'aider au rapatriement vers les Comores. Logique a priori. Oui, Sauf que Saïd Mohamed, le chef du gouvernement comorien de l'époque, il n'était pas très chaud. Pourquoi? les raisons étaient surtout politiques d'après les analyses. Cheikh craignait l'arrivée d'opposants. Ah, d'accord. Surtout les sympathisants du Molinaco, le mouvement indépendantiste basé à Dar es Salaam, qui étaient vus comme anti-français, mais aussi ce qu'ils appelaient les comrades, les militants plutôt marxistes. Donc il a filtré, hein? Oui, très sérieusement, et en accord avec la France, ils contrôlaient les listes de rapatriés. Il y avait aussi sans doute des craintes économiques, sociales, intégrer des milliers de personnes d'un coup, ce n'était pas simple. Et puis la diaspora elle-même était divisée, non? Pro-France, pro-indépendance. Tout à fait, ça compliquait encore les choses. Et malgré tout ça, les expulsions, les départs volontaires, une communauté comorienne a quand même réussi à se maintenir sur place? À Zanzibar, à Dar es Salaam? Oui, oui, elles subsistent, les sources le montrent bien. Ils se sont réorganisés, notamment autour d'associations. Comment par exemple? À Zanzibar, ils ont récupéré l'ancien consulat français, qui est devenu un lieu de vie communautaire. À Dar es Salaam, ils ont leur propre mosquée, Ngadzanja, et un cimetière. La solidarité reste forte pour les grands moments. Mariage, deuil, l'entraide pour l'éducation. Et cette image d'élite comorienne, alors ce n'est pas juste une réputation,
Non, non, c'est basé sur des faits. Proportionnellement à leur nombre, cette communauté a vraiment produit beaucoup d'intellectuels, de hauts fonctionnaires, de diplomates. Avant et après la Révolution. Oui, avant et après. On a des noms comme Maulidi Mshangama ou Ibuni Saleh avant 64, et après des gens comme Aboud Maalim, Mohamed Ali Foum. L'investissement dans l'éducation a vraiment payé sur le long terme. C'est un capital humain qui a traversé les crises. Donc, si on résume, une histoire d'ascension par les savoirs, une identité complexe façonnée par la migration, le contexte colonial, puis le traumatisme de 64, mais aussi une résilience assez remarquable. C'est une bonne synthèse, oui. Et ce qui est peut-être le plus frappant, c'est cette capacité, comme le note une source, à dépasser les querelles de villages d'origine une fois à Zanzibar. Hmm. Pour forger une identité commune plus forte grâce à l'éducation et paradoxalement peut-être à l'adversité aussi. Une identité renforcée dans l'épreuve. Exactement. Et ça ouvre une réflexion plus large, je trouve. Comment est-ce que les diasporas redéfinissent leur unité, leur identité, quand elles sont prises entre les soubresauts de leur pays d'accueil et les liens avec leur terre d'origine? C'est une question passionnante sur la force des liens communautaires en exil.